cette conférence des Nations Unies pour le climat est une COP à fort enjeu. Elle est considérée comme celle de la dernière chance. Qu'est-ce que vous en attendez ? Bonjour, et oui, effectivement, c'est un peu cette COP de la dernière chance, le petit mot qu'on a pas mal entendu. Alors, on en entend à la fois beaucoup et finalement peu. On en attend beaucoup parce que les COP, c'est des moments importants dans lesquels les chefs d'État du monde entier se mettent autour de la table pour voir ensemble quelles sont les avancées dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est un moment important, notamment pour les pays dits du Sud, les pays qui subissent déjà des catastrophes climatiques extrêmes de plus en plus importantes. Et cette COP26 à Glasgow, elle est très importante parce que c'était la date limite pour que les pays du monde entier puissent donner leur plan d'action, leur nouveau plan d'action de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Sauf que finalement, on en entend assez peu de cette COP26 à Glasgow, puisque ça fait 30 ans que des COP ont lieu et COP après COP, on entend beaucoup de beaux discours, mais finalement, il y a peu d'actions concrètes pour la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Je dis, ça fait depuis 30 ans, depuis le début des COP, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 64%. Et aujourd'hui, finalement, l'image qu'on va le plus retenir, c'est ces chefs d'État du G20 à Rome qui lancent une pièce dans la fontaine pour se souhaiter bonne chance dans la lutte contre le dérèglement climatique, plutôt que de prendre des mesures ambitieuses. Je vous propose justement d'aller à Glasgow retrouver l'une de vos militantes, Marie Coé. Bonjour, vous êtes à Glasgow, la COP26 vient de débuter. Quelle action avez-vous menée ce matin, là où se tient la conférence précisément ? Bonjour. Donc ce matin, nous, on était une vingtaine de militants à avoir amené des portraits qui ont été réquisitionnés dans les mairies partout en France par des citoyens et des citoyennes, qui étaient entrés dans les mairies et puis qui avaient laissé sur les murs, en prenant ces portraits, un espace vide qui était pour nous le symbole parfait de l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Donc ces portraits, on les a ramenés à la COP, finalement pour rappeler que les discours qu'Emmanuel Macron va faire là à la tribune, dans la cérémonie d'ouverture, il cache des actions qui sont au mieux inexistantes, au pire malfaisantes, et qui nous enfoncent en fait dans des trajectoires complètement dramatiques pour notre avenir. Merci beaucoup Marie Coé. Alors pourquoi Emmanuel Macron est la cible de l'ANV COP21 ? Que lui reprochez-vous exactement ? Alors ce n'est pas la seule cible que nous avons, puisque nous visons l'ensemble des responsables du réchauffement climatique. Mais Emmanuel Macron, en tant que chef d'État de la France, a un rôle particulier. Il a un rôle particulier parce que alors que c'est à Paris que l'accord de Paris, que l'accord de la COP21 pour le climat a été signé, un accord qui a été historique en 2015, la France elle-même ne respecte pas ses engagements pour le climat. Et puis Emmanuel Macron a un rôle particulier puisque depuis le début du quinquennat, il se vante justement d'être le champion de la Terre. Et nous, ça fait depuis plusieurs années qu'on dénonce non seulement, comme vient de le dire Marie, à Glasgow, son inaction climatique, mais aussi le fait que de plus en plus, ces discours, ces beaux discours, ces belles formules cachent une action climatique criminelle, mais aussi finalement du sabotage. Alors on l'a vu, Emmanuel Macron a la tête à l'envers. Est-ce que symboliquement, qu'est-ce que ça signifie ? Ce que ça signifie, c'est que Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur de l'histoire, il n'est pas à la hauteur de cet enjeu qui est si crucial pour l'avenir de l'humanité. Et ce que ça signifie, c'est que nous ne sommes pas dupes. Nous savons que à 15h15, il va s'exprimer à la tribune de la COP26 pour pour vanter l'action climatique de la France, pour se placer encore en tant que champion de la Terre. Et nous venons dénoncer cette hypocrisie, ce pompier pyromane qui donne des leçons au monde entier, et rappeler aussi que la France a été, nous ne sommes pas les seuls à le dire, la France a été condamnée par 2 fois par la justice pour inaction climatique. Alors je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes la porte-parole du mouvement citoyen ANV COP21. Alors vous agissez, vous avez des actions comme celle-ci, celle qu'on vient de voir. Et que faites-vous sinon pour vous faire entendre ? Alors effectivement, notre mouvement Action non violente COP21 a été créé un tout petit peu avant la COP21 pour symboliser la contrainte citoyenne qui manque à l'accord de Paris. Aujourd'hui, 6 ans après la COP21, on voit bien à quel point dans le monde entier, les dirigeants ne font pas
pas ce qu'il faut pour protéger la population. Et nous pensons, nous, en tant que force citoyenne, que nous devons être cette contrainte qui manque à l'accord de Paris. Alors avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de regarder ce sujet sur la sécheresse qui ravage le sud-est de la Turquie. On se retrouve tout de suite après, un sujet signé Anaïs Furtad. Une terre aride, craquelée, sur des dizaines de kilomètres. Dans le sud-est de la Turquie, la pluie s'est fait attendre. Quelques gouttes seulement sont tombées sur le terrain de Bikar-Içli. C'est complètement sec malgré la pluie d'aujourd'hui. Insuffisant néanmoins pour abreuver des sols assoiffés. Pour cet agriculteur, impossible de planter les récoltes saisonnières de blé cette année. Il n'a pas plu ces 8 derniers mois. Il faudrait qu'il pleuve pendant des mois pour que des gouttes puissent atteindre les eaux souterraines. Il pleuvra sans doute pendant 2 ou 3 jours, mais on ne sait pas ce qui se passera après. Nous sommes confrontés à la pire sécheresse de ces dernières années. Comme lui, de nombreux agriculteurs turcs font les frais de la sécheresse et de conditions météorologiques extrêmes. Selon la Chambre d'agriculture de Diyarbakir, ils ont subi une baisse de production de près de 70% par rapport à 2020. Comment faire face aux conséquences du réchauffement climatique en Turquie ? Après avoir retardé le processus pendant des années, le pays est devenu en octobre le dernier membre du G20 à ratifier l'accord de Paris sur le climat. Nous avons détruit la nature, nous avons détruit nos ressources souterraines. Donc je ne vois pas le sens de l'accord sur le climat après ça. Les mesures que nous allons prendre à partir de maintenant restent néanmoins importantes. Tous les agriculteurs devraient être attentifs à ces questions et le gouvernement devrait revoir ses politiques agricoles. De son côté, le président turc s'en tient au constat. Dans une allocution à l'occasion de la Convention sur l'eau des Nations Unies, Recep Tayyip Erdogan a déploré des précipitations inférieures à la moyenne mondiale, sans apporter de solutions concrètes. Alors le président turc ne devrait pas se rendre à la COP 26, un absent de plus. La Chine, la Russie n'ont pas fait le déplacement. Comment vous l'interprétez ? On l'interprète effectivement comme un recul, je pense, dans les négociations internationales. On le voit face à la crise climatique et face aux trajectoires que nous prédisent les scientifiques du GIEC. On a besoin de tous les acteurs politiques impliqués. Et il y a une nécessité, et c'est ce que nous faisons, nous, Action non violente COP21, mais ce que font des activistes climat dans le monde entier, qui est de rappeler aux dirigeants politiques la nécessité de prendre des mesures ambitieuses importantes pour protéger les populations face aux catastrophes climatiques, non seulement à venir, mais finalement celles qui sont déjà là, comme on a pu le voir. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien, Élodie Nas. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement citoyen Action non violente COP 21. Merci infiniment.